Bienvenue dans Le Son de Victoire, le podcast des réussites professionnelles au féminin. Le Son de Victoire propose des témoignages de femmes que nous considérons être des rôles modèles pour leur trajectoire professionnelle. Ces femmes nous semblent à la fois inspirantes et accessibles. Dans certains épisodes, ce sont des spécialistes du travail au féminin ou de la mixité en entreprise, ou bien des individus engagés sur le sujet des femmes au travail qui viennent partager leur point de vue ou le fruit de leurs travaux. Nous sommes convaincus que vous trouverez dans tous ces partages des clés pour développer votre propre parcours professionnel, que vous soyez un homme ou une femme. Je suis Amélie Dague et avec ma complice Perrine Corvézier, que vous pouvez entendre sur d'autres épisodes, nous avons fondé Human Learning Expedition, ou HLX, le cabinet de conseil et de coaching qui accompagne les réussites professionnelles individuelles et collectives en cultivant les comportements qui mènent au succès. Le Son de Victoire, c'est aussi le nom des modules d'auto-coaching en format audio que nous produisons pour permettre aux femmes de lever un à un les obstacles qu'elles peuvent rencontrer sur leur parcours professionnel en entreprise. Rendez-vous sur le site leçondevictoire.com pour en savoir plus. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous, commentez et notez cet épisode avec les fameuses 5 étoiles. Cela permettra de le faire connaître et d'inspirer encore plus de femmes et d'hommes en leur soumettant des comportements et des points de vue inspirants. Place maintenant à l'invité de cet épisode. Ce qu'il faut, c'est être en accord avec soi-même. Moi, je pense que j'ai toujours été en accord avec moi-même, c'est-à-dire que dans ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait en pensant que c'était bien. C'est cela qui est important, c'est d'être en phase entre ce que l'on fait et ce que l'on pense véritablement. Marie-Claire Capobianco est la première femme à être entrée au comité exécutif d'un grand groupe français. Dans cette conversation où résonnent à la fois une évidente détermination et une grande humilité, elle retrace ce qu'elle appelle son parcours de passion au sein de la banque BNP Paribas. 43 ans de rencontres, d'audace et d'esprit d'entreprise, durant lesquelles elle ne s'est jamais imposée de limites. Aujourd'hui, elle invite hommes et femmes à oser. Les premiers à oser accueillir la différence et les dernières à oser exprimer leur voix. Je vous souhaite une belle rencontre avec Marie-Claire Capobianco, à laquelle j'ai d'abord demandé de me décrire son parcours professionnel au sein de BNP, devenu BNP Paribas. Je suis entré dans le groupe BNP il y a fort longtemps, puisqu'en fait, ma carrière professionnelle a duré plus de 43 ans. Donc, vous voyez, un long parcours dans une même entreprise, mais qui s'est considérablement transformé entre-temps. Donc, en fait, j'ai eu plusieurs vies au sein d'un groupe qui a lui-même eu plusieurs formes et qui n'a cessé de croître. Et en fait, ce qui résume le mieux mon parcours, c'est un parcours de passion. En fait, j'ai toujours été passionnée. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de plaisir. Je pense que d'ailleurs, c'est en cela que la clé réside, c'est de faire des choses qu'on aime, qui sont en lien avec ses propres valeurs, et donc de les faire avec intensité. Voilà. Et donc, je n'ai pas vu le temps passer, même si ce temps a été long. Voilà. Passion, envie, partage, rencontre. Quelques mots pour préciser mon parcours. D'accord. Et je comprends que vous avez eu des rôles, alors on appellerait ça aujourd'hui d'intrapreneur, c'est-à-dire que vous avez fait des choses qui n'avaient jamais été faites avant, si j'ai bien compris. Tout à fait, oui, j'ai eu l'opportunité, ce qui était quand même une très belle opportunité, de créer un métier au sein du groupe BNP Paribas, puisque en fait j'ai créé alors quand je dis jeu, le jeu n'est pas bien sûr unique, c'est-à-dire que j'avais une équipe autour de moi, mais nous avons créé donc la première banque privée. C'était en 2002, c'était donc après la fusion BNP et Paribas. La direction générale avait décidé de créer ce métier qui existait en termes d'activité, mais qui n'existait pas en termes de métier, avec tout ce que cela suppose. La banque privée, d'ailleurs, le nom n'était pas connu. La banque privée, c'est de la gestion patrimoniale dans toutes ses composantes. Et donc, j'ai fait cette création, alors création en France, qui a été un grand succès. D'ailleurs, nous sommes devenus BNP Paribas, qui est toujours d'ailleurs la première banque privée de France en termes d'actifs gérés pour le compte de nos clients.
Alors c'était une start-up en fait, c'est une start-up interne, donc d'où l'esprit intrapreneurial, petite équipe. Au départ, on était une dizaine. Bien sûr, après l'équipe s'est étoffée. Et puis après avoir créé ce modèle très particulier, nous l'avons exporté, c'est-à-dire que j'ai installé ou adapté la banque privée dans 13 pays. Alors les pays allaient aussi bien la Belgique, l'Italie, mais aussi les États-Unis, mais aussi la Pologne, mais aussi l'Égypte à l'époque, mais aussi le Maroc, enfin bref, la Turquie. Donc différents pays, c'était absolument passionnant parce que quand vous avez créé un modèle, que vous savez quelles sont ses clés de succès, mais qu'il faut bien sûr l'adapter, l'exporter, donc exporter ce modèle et l'adapter à des règles, à la fois règles légales, mais également à des comportements, à des sensibilités dans un pays différent, vous apprenez beaucoup de choses, vous rencontrez des gens différents, c'est absolument passionnant. Et donc, on a pu faire ce déploiement de la banque privée de façon internationale, partout où la banque avait en fait un réseau, puisque la banque privée de BNP Paribas s'appuie notamment sur un réseau par ailleurs, donc un réseau d'agences, de centres d'affaires, etc. Donc c'était effectivement une expérience intrapreneuriale, mais de toute façon je me suis en plus toujours considéré comme entrepreneur, au sens où j'ai toujours considéré que même si j'étais dans une grande entreprise, finalement c'était mon business, c'est-à-dire que je cherchais à le développer, à le valoriser. Je ne me donnais pas nécessairement de limites, alors des limites bien sûr du cadre de conformité, mais pas d'autres limites en termes de développement. Donc j'ai toujours eu ce tempérament et je crois beaucoup de toute façon dans l'esprit d'entreprise. Je suis à la fois très admirative et très en accompagnement. J'ai toujours été des entrepreneurs au sens large. Et comment êtes-vous arrivé à ce métier ? Est-ce que vous rêviez d'être banquière quand vous étiez petite ? Non, pas du tout. D'ailleurs, je rêvais. Non, je pense que ma première orientation en termes de métier, je me voyais plutôt dans la médecine. Alors au début, je pensais réparer les corps et je pensais à la chirurgie. Et puis après, assez rapidement, ça a muté vers la réparation des âmes, en quelque sorte, si on peut dire. Et je me suis orienté plutôt sur j'ai lu pas mal d'auteurs, Freud, Lacan, etc. Et donc, j'étais vraiment parti pour de la psychanalyse. C'est ce qui me tentait le plus. Mais en fait, très vite, j'ai voulu être financièrement autonome. Donc, j'ai décidé de travailler. Et ce qui veut dire que j'ai arrêté dès le début mes études de médecine pour entrer à la banque, ce qui était un hasard en quelque sorte, mais je me suis rendu compte très vite que finalement ce qui me plaisait c'était le contact avec les personnes et que le contact, la compréhension, l'écoute, le dialogue c'était finalement ce qui régissait toutes les relations humaines et que ces relations humaines, quand on était banquière, on avait des relations avec des clients, c'était formidable. On avait des relations avec des équipes, c'était tout aussi formidable. Et puis après, on a des relations avec des partenaires, avec des associations, enfin avec tous les acteurs finalement de la vie sociale et économique, et que tout cela était absolument irremplaçable en termes de capacité de contact et de largeur du spectre de contact. Est-ce que vous avez eu des rôles modèles, des gens qui vous ont inspiré dans votre parcours professionnel ? Alors, moi, j'ai pas de réponse de dire oui, c'est un tel ou une telle, a fortiori. Non, en fait, j'ai toujours vu des personnes que j'admirais à certains égards, et donc c'est plutôt une mosaïque finalement de personnes qui m'ont inspiré, mais sans que je puisse dire c'est telle personne qui a été plus fortement inspiratrice pour moi. En revanche, j'ai eu bien sûr des rencontres qui ont été positives, alors plutôt avec des hommes, puisque en fait les dirigeants, en l'occurrence de la banque, étaient des hommes, donc c'est plutôt à ce niveau-là que ça s'est passé. Mais j'ai notamment eu comme patron, quand j'étais toute jeune, Bernard Lemay, qui est devenu directeur des ressources humaines du groupe pendant un temps. Bon, ben voilà, c'était quelqu'un qui m'a inspiré en tant que patron direct, mais après beaucoup d'autres. Et puis même en dehors de la banque, il y a beaucoup de personnes que je trouve vraiment formidables. Et à chaque fois, je me dis, tiens, il y a ce point qui me paraît vraiment intéressant. Et alors, justement, dans un monde qui était et qui est, j'imagine, encore un monde d'hommes, comment on arrive, en tant que femme, à être choisie pour monter une start-up interne, pour faire de l'entrepreneuriat, pour faire des choses qui n'ont jamais été faites avant ? Comment avez-vous fait ça ? Très simplement, en fait. Je pense que j'avais sans doute une force, mais je pense que toutes les femmes que vous interviewez dans le cadre de votre podcast sont des femmes qui ont, entre guillemets, réussi. Ça ne veut pas dire grand-chose, réussi, mais enfin, qui ont réussi au sens où elles ont atteint un certain niveau, un certain impact. Et si elles l'ont fait, c'est que effectivement, elles avaient en elles, dès le départ,
de force qu'elle laissait s'exprimer librement. Donc moi, je pense que j'avais un capital de confiance au départ, donné par mes parents, par mon éducation, que j'avais une volonté tout à fait farouche d'avancer, sans avoir pour autant un but précis. C'est-à-dire que je ne me suis pas réveillé un matin en me disant « tu seras la première femme à entrer au comité exécutif d'un grand groupe du CAC 40 ». Non, pas du tout. En fait, je me suis jamais imposé de limites, je me suis toujours dit pourquoi pas. Voilà, c'est un petit peu la clé du succès, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on m'a proposé quelque chose, parce que ce dont je témoignais en termes de volonté, d'action, de capacité, faisait comme me le proposait, à chaque fois, bien sûr, j'ai toujours eu, moi aussi, comme beaucoup d'entre nous, quelques doutes, c'est-à-dire que, d'ailleurs, je pense que le doute est salutaire, hein, hommes ou femmes, il faut avoir des doutes quand même sur ses capacités, parce que c'est comme ça qu'on les dépasse, ou du moins qu'on les déplace. Et donc, je me disais, est-ce que je vais savoir, est-ce que je vais pouvoir gérer tel ou tel point? Très concrètement, par exemple, quand j'ai pris la direction de la banque privée, je connaissais absolument pas le métier de banque privée. Je ne connaissais pas non plus ce que supposait de diriger un métier, c'est-à-dire des relations avec la presse, par exemple. Bon, tout ça, je l'ai appris. Mais au moment où je me disais, mais finalement, est-ce que je vais savoir? Je me disais, oui, il n'y a aucune raison que tu saches moins que quelqu'un d'autre. Il faut se donner dès lors qu'il y a la volonté de faire et qu'on se donne les moyens. C'est-à-dire qu'il faut travailler, hein, évidemment. Je ne vous dirais pas que tout ça se fait sans travail. Loin s'en faut, il faut travailler. Mais être déterminé, avoir confiance, dépasser ses doutes internes, les garder pour soi d'ailleurs, et puis avancer. Et puis avec ça, finalement, les choses se font. Hein. Mmh. J'imagine que vous avez eu des alliés, d'une façon ou d'une autre, dans votre sphère professionnelle ou personnelle, pour réaliser le parcours que vous avez eu. Des alliés, je ne sais pas si vous parlez d'alliés. Disons que j'ai eu en permanence des personnes, encore une fois hommes et femmes, surtout des hommes, encore une fois, avec lesquels j'étais en confiance, qui m'ont donné ma chance. Quand je suis devenue la première femme à rentrer au comité exécutif du groupe BNP Paribas, c'est en prenant la direction de l'ensemble des réseaux France, c'est-à-dire d'un très grand métier pour le groupe BNP Paribas. Hein. C'est tout le dispositif français, donc les agences, les centres d'affaires, les banques privées, l'ensemble du dispositif des fonctions. C'est en gros 28 000 personnes. Donc, quand j'ai pris cette direction, je succédais à François Villeroy de Galhau, qui est notre gouverneur de la Banque de France aujourd'hui. Quand j'ai pris cette position, c'est parce que le directeur général, qui est Jean-Laurent Menafé, m'a fait confiance. Donc, j'ai eu en permanence des personnes avec qui j'ai été en confiance. Et puis, à titre personnel, également, mon environnement familial et mon mari m'a également toujours sans doute laisser, je sais pas si on peut parler de laisser cette liberté, mais du moins cette liberté faisait partie de notre couple aussi. Vous disiez tout à l'heure que effectivement la réussite c'est pas forcément évident à définir, en tout cas c'est ce que j'ai compris de votre propos. Il n'empêche que je vais vous poser la question. En pensant à vos 43 ans de carrière, de quoi êtes-vous la plus fière? Est-ce qu'il y a une réussite, un moment particulier, une période particulière dont vous êtes particulièrement fière aujourd'hui? En fait, j'ai bien sûr une immense collection de souvenirs, toujours attachés, toujours la même chose, toujours attachés au contact, à l'échange avec d'autres. Et les autres, c'est très divers. Encore une fois, ce sont des clients. J'ai eu des relations avec des clients, tant dans la banque privée qu'après dans la direction des réseaux France, avec des entrepreneurs qui étaient formidables. J'ai découvert le monde associatif, peut-être qu'on en reparlera après, qui est également formidable. Donc j'ai une collection de moments très très positifs qui me font encore plaisir en y pensant. Alors après, si on parle en réussite, évidemment l'expérience, la création du métier de la banque privée, avec tout ce que cela suppose, et ce métier, je l'ai exercé de 2002 à 2012, donc une dizaine d'années au total, entre la France et l'international. Ça c'est un succès au sens où c'est une activité démarrée et menée à un point de croissance très important. Donc ça, oui, bien sûr, pour moi, c'est un point important. Enfin, après, dans mon métier de dirigeante des réseaux France, le tissu de confiance que j'ai pu établir avec à la fois toutes les équipes du réseau, avec à la fois les partenaires, donc les partenaires notamment tournés vers l'entrepreneuriat que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu accompagner. Enfin, tout cela constitue un tissu de souvenirs et finalement d'achèvement en tant que tel. Et puis il n'y a pas de petit ou de grand succès finalement. C'est une collection de moments importants. Oui, effectivement, des petites choses peuvent créer des émotions aussi fortes qu'un truc visible. Ouais, je suis d'accord. C'est en cela d'ailleurs que je vous disais que la réussite, ça peut être très divers. Hein. Réussir sa vie,
ça tient à beaucoup de choses et on peut réussir certaines parties de sa vie professionnelle et penser que c'est moins important que d'autres choses. Donc, puis c'est très personnel finalement, cette idée de réussite. Ce qu'il faut, c'est trouver c'est être en accord avec soi-même. Moi, je pense que j'ai toujours été en accord avec moi-même, c'est-à-dire que dans ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait en pensant que c'était bien. Je crois que c'est important. Et je crois que c'est ce qui, un jour, une journaliste m'avait dit, je lui parlais de ce que je faisais, puis je lui parlais des valeurs que je portais au titre du groupe BNP Paribas, et elle me dit, vous êtes quand même très corporate. Je dis, non, mais je suis corporate parce qu'en fait, ce sont mes valeurs personnelles. Donc, je suis en phase, et je pense que c'est cela qui est important, c'est d'être en phase entre ce que l'on fait et ce que l'on pense véritablement. Ce qui est quelque part une vraie chance. Alors, je ne sais pas si la chance existe, mais ça veut dire que vous vous connaissiez très tôt. Vous saviez mettre un mot sur vos valeurs, etc., ce qui n'est pas donné à tout le monde. Oui, c'était pas aussi formalisé ni verbalisé que ce qu'on est en train de dire. Mais disons que ça s'est construit assez naturellement et dans cette construction qui s'est faite, encore une fois, au gré des rencontres, au gré des responsabilités, au gré de tout ce qui s'est passé, puis au gré de l'évolution du monde, parce que le monde bouge aussi beaucoup. Donc, finalement, cette construction, rien ne m'a contrainte à être, à certains moments, en écart par rapport à ce que je pensais. Je pense que c'est très important, ça. Je croise quand même beaucoup de personnes qui sont pas, d'ailleurs, celles qui sont pas heureuses dans ce qu'elles font, c'est généralement parce qu'elles sont pas en accord entre ce qu'elles pensent profondément, ce à quoi elles aspirent profondément et ce qu'elles font. C'est vrai. Et du coup, ces valeurs, si vous deviez mettre des mots derrière ces valeurs aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez ? Moi, d'abord, je suis très convaincue de l'importance des relations humaines, ça me paraît très très important, donc du respect de l'autre et en même temps une forme de lucidité sur ce qui fait le monde. Donc je crois beaucoup dans l'économie. J'ai vraiment la conviction que c'est par l'entreprise et par l'économie qu'on arrive à faire bouger les lignes. Je pense que l'entreprise d'ailleurs est sans doute le meilleur accélérateur d'inclusion. Je crois à l'inclusion. Je pense que l'inclusion est absolument indispensable. Donc je crois au partage. Je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie. C'est peut-être ce qui manque en permanence, c'est la pédagogie encore une fois, d'économie, parce que si chacun comprenait mieux les mécanismes économiques, si chacun comprenait mieux la force de l'action des entreprises, en accord d'ailleurs et en lien, on parle beaucoup de coalition aujourd'hui, je pense que le terme est très bon, les coalitions entre l'entreprise, l'État, enfin les États au sens large, et la société civile avec tout son tissu, notamment associatif, je pense que si c'était mieux compris, ça permettrait d'avancer plus vite. Je pense aussi qu'il faut avoir ce respect qui permet le dialogue, qui permet de se comprendre, parce que je crois que quand on commence par s'écouter, qu'on se comprend, après on se respecte et donc on peut partager beaucoup plus que si on est braqué dès le départ dans des convictions pas forcément étayées au demeurant, mais qui de toute façon sont contraires à l'autre. Enfin, voilà. Donc mes valeurs, c'est cet ensemble de respect, de capacité de dialogue et en même temps d'avancer, c'est-à-dire de détermination. Et ça, c'est un côté entrepreneurial. Je pense que le fait de se dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut avancer, et que l'important c'est de se lever le matin avec l'envie d'avancer, vous voyez, pas avec l'envie de polémiquer. Je pense que c'est très fort comme moteur. Vous avez fait allusion à votre engagement associatif, est-ce que vous pourriez me le décrire ? Oui, alors mon engagement associatif, en fait, moi je ne connaissais pas spécialement le monde associatif et j'ai découvert le monde associatif justement quand j'ai pris la direction des réseaux France, parce que là, il y avait notamment un programme qui s'appelle le programme Banlieue, qui avait été lancé en 2005 à l'époque, Michel Pebreau, d'ailleurs avec Marie Novak, avec d'autres acteurs justement du monde associatif, qui avaient, après les émeutes des banlieues de 2005, considéré qu'il fallait faire quelque chose, et donc qui avait créé ce programme qui, à son niveau, accompagne des associations locales, donc de toutes petites associations partout en France, associations qui ont pour but de créer du lien social, qui ont pour but de permettre d'accompagner des jeunes qui sont dans des milieux défavorisés, dans les quartiers, etc. Et bon, de ce fait, ce programme d'ailleurs qui a continué et qui s'est développé fortement et qui aujourd'hui est un gros programme qui tourne très fort avec des associations, aussi bien des grandes associations comme l'ADI, mais également des toutes petites associations de quartier. J'en ai pris donc le pilotage en tant que directrice des réseaux France, et ce faisant, j'ai rencontré le monde associatif qui s'occupe
du sujet de l'égalité des chances. Je suis très, très convaincu qu'en France, nous ne souffrons pas d'inégalité globale au sens où la redistribution, par exemple, fait que les inégalités d'origine en termes de revenus et de patrimoine sont considérablement gommées par toute la redistribution. Mais en revanche, il y a pour moi une vraie inégalité, c'est celle des chances. Et par conséquent, il faut travailler là-dessus. Il faut donner à les jeunes, quelle que soit leur origine et quel que soit leur milieu, ou quoi que ce soit, il faut leur donner les mêmes chances. Dès lors qu'ils ont la même conviction et la même envie d'avancer, il faut leur donner les mêmes chances, ce qui n'est pas le cas, que d'autres. Et j'ai découvert donc toutes les associations, elles sont vraiment très nombreuses, qui travaillent sur l'égalité des chances. Et donc, je me suis mise à mesurer l'importance du travail qu'elles font. Alors, je peux en citer quelques-unes, mais elles sont encore une fois nombreuses. Nos quartiers du talent avec Azitchir, Article 1, la cravate solidaire. Enfin, il y en a toute une collection. Et ces associations font un travail de terrain qui est absolument remarquable. Et quand j'ai mesuré ce travail, d'abord j'ai été très impressionnée et encore une fois très admirative. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour continuer l'action qui avait déjà été engagée avant moi et qui se poursuit après moi, d'accompagner au maximum ces associations. Et vous voyez, par exemple, BNP Paribas, on a créé, alors sous l'égide d'ailleurs du directeur de l'engagement d'entreprise, Antoine Sirme, on a créé ce qu'on appelle l'ascenseur. C'est un lieu à Bastille où on a permis le rassemblement sur place dans des locaux, en les aidant à différents niveaux, d'une vingtaine d'associations qui sont sur l'égalité des chances. Donc vous y trouvez des associations comme Télémac qui prennent des enfants méritants au sens où travaillant bien à l'école, entre guillemets, dans les quartiers, et puis qui les mènent jusqu'à ce qu'ils puissent faire des études, trouver un emploi, etc. Enfin, voilà. Et donc, ce travail d'accompagnement concret, c'est-à-dire sur le terrain, c'est quelque chose qui m'a beaucoup engagé, et je continue d'ailleurs à soutenir par quelquefois du conseil, par quelquefois des portes à ouvrir ces associations, ou du moins à les valoriser en parlant. Enfin, tout ce que je peux faire à ce niveau, je le fais. Et ça, c'est le côté association égalité des chances. C'est une partie importante de ce qui pour moi compte. Et après, bien sûr, il y a tout ce qui est association au sens accompagnement de l'entrepreneuriat féminin, parce que vous avez compris que évidemment ce sujet-là m'avait aussi m'intéressé et m'avait intéressé plus longtemps. Et donc j'étais aussi très proche, et je suis toujours, des associations qui travaillent sur la partie entrepreneuriat féminin, accompagnement en fait. Votre engagement sur ce sujet de l'entrepreneuriat au féminin est né comment ? Est-ce qu'il y a eu un constat particulier, un événement déclencheur qui vous a poussé vers cet engagement ? Oui, c'est vrai que c'était quelque chose dont je n'avais pas non plus conscience nécessairement au départ. Et puis en fait, là aussi, une rencontre pendant ma période où je dirigeais la banque privée, où j'ai rencontré, était venu me voir pour me demander mon appui, Dounia Boissène, qui créait à l'époque Women Equity for Growth, ce qui était donc l'idée d'avoir un fonds d'investissement dédié aux femmes. Donc, c'était beaucoup trop tôt, donc ça n'avait pas marché à l'époque. Aujourd'hui, c'est très différent. Et pour accompagner cette création de fonds, elle avait décidé de monter un index, le premier index d'ailleurs, qui permettait de comparer la réussite en termes de rentabilité, de croissance, etc. Donc les performances économiques des entreprises fondées et dirigées par des femmes versus celles fondées et dirigées par des hommes. Donc quand elle est venue me voir pour me demander si nous pouvions l'accompagner, j'ai pris conscience, au travers des discussions que nous avons eues ensemble, j'ai pris conscience qu'effectivement, d'abord, il y avait beaucoup trop peu d'entreprises créées ou dirigées par des femmes. Vous savez, le fameux chiffre 30-35%, ça c'est le chiffre global aujourd'hui d'entreprises dirigées par des femmes, mais ça comprend les très petites entreprises. Et dès lors que vous montez un petit peu en niveau en termes de chiffre d'affaires ou en termes de spécificité, c'est-à-dire que vous preniez d'entreprises un petit peu plus importantes, des PME, ou si vous prenez des entreprises plus spécialisées de la tech et autres, le chiffre tombe très vite à 10-15%. Donc on voit bien à quel point c'est faible en regard de ce que les femmes représentent dans l'humanité. Et donc j'ai pris conscience de cette faiblesse d'une part, et puis j'ai pris conscience qu'on n'avait pas finalement d'éléments qui permettaient de le matérialiser véritablement. D'où la naissance de cet index que j'ai effectivement accompagné, et dont on a été sponsor pendant les 10 années qui ont suivi. Et à ce moment-là, je me suis dit oui, il y a quelque chose à faire. Et le quelque chose à faire, c'était pas de faire, par exemple, une offre spécifique pour les femmes, comme si les femmes avaient des besoins particuliers, non pas du tout. Là, je parlais en termes de gestion patrimoniale, parce que c'était mon métier, mais et au contraire de dire non, les femmes ont toutes les capacités
comme les hommes, voire parfois d'autres capacités, et donc il faut surtout leur donner envie, leur donner confiance, et donc permettre que le regard qui est porté sur elles à différentes étapes, par généralement des hommes, je parle là de l'accord de financement, que ce soit des crédits ou des fonds propres, quelle que soit l'importance du sujet, que ce regard soit différent. Voilà, donc c'est ce qui a motivé le début de mon engagement dans l'entrepreneuriat féminin. Et après, on a développé des briques d'accompagnement en faisant en sorte que les femmes puissent au départ se dire que c'était possible pour elles de faire quelque chose. Même aujourd'hui, d'ailleurs, je fais partie du comité d'honneur de femmes de territoire qui a été lancé par Marie-Éloi, qui est une entrepreneure formidable et qui est très attachée à cette idée d'accompagner d'autres femmes. C'est de donner confiance à des femmes au départ parce qu'elles ont envie, de leur dire oui, vous pouvez y arriver. Et puis après, aux différentes étapes, de les accompagner, de leur dire mais voyez grand, ne vous limitez pas, allez chercher le conseil, allez chercher les partenaires, allez chercher les financements et mener votre activité sans restriction. Et vous-même, sur votre trajectoire professionnelle et dans vos différents rôles, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières du fait que vous êtes une femme ? Alors, ma réponse est non, au sens où je n'ai pas ressenti de difficultés particulières. Je pense néanmoins, à la lumière de mon expérience, de ce que j'ai vu autour de moi, que sans doute que j'ai eu à faire mes preuves de façon sans doute plus marquée, mais je ne l'ai pas ressenti. Voilà. Donc il faut être très honnête. Moi, je n'ai pas eu cette difficulté, mais j'ai pas eu cette difficulté parce que je me suis personnellement dit qu'il n'y avait pas de raison que je l'ai. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait être soi, et que mon moi de femme assumé valait tout aussi bien que d'autres moi d'homme ou de femme, et que donc il n'y avait pas de raison que j'en pâtisse. Donc j'ai été toujours très déterminée par rapport à ça. J'ai jamais fait de complexe en me disant ah oui mais je suis une femme donc ceci donc cela. Donc ça je l'ai pas fait. Mais une fois que j'ai dit que moi je n'ai pas ressenti ou je n'ai pas pris conscience éventuellement de certaines difficultés, pour autant ça veut absolument pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a bien. Le plafond de verre existe bien. Bon, et donc il ne faut pas croire que nous soyons sortie d'affaires. Je pense qu'aujourd'hui, les états d'esprit ont considérablement évolué. Il y a la prise de conscience de la nécessité que les femmes prennent ce que j'appelle moi leur juste place au sein de l'action, encore une fois, économique et sociale, politique. Je pense que cette prise de conscience intellectuelle, elle est bien sûr faite. Globalement, c'est un sujet qui est intellectuellement bien compris. Dans les faits, pour autant, c'est pas encore la réalité. On voit bien à quel point les chiffres mettent du temps à progresser et à quel point, dès qu'il y a une difficulté particulière, ils ont tendance à régresser. Enfin, la crise que nous vivons actuellement a plutôt tendance à faire baisser le niveau des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat que l'inverse, si vous voulez. Donc c'est fragile. Donc voilà, moi, mon message, c'est bon, ok, la prise de conscience est faite. Mais c'est fragile, donc il faut quand même rester très vigilant et il faut surtout, par son action, et c'est ce qu'on fait aussi avec le Women's Forum. J'étais partenaire également du Women's Forum et j'ai beaucoup travaillé au sens réfléchi avec Yara Corazza. Je pense que c'est très important de porter cette voix des femmes. Ce ne sont pas les femmes qui quémandent quelque chose ou qui sont des victimes. Non, pas du tout. Ce sont des femmes qui ont leur force, qui sont agissantes, qui doivent être actives et qui doivent avoir leur place. Vous disiez que les choses ont changé, effectivement la prise de conscience est là, mais que ça n'évolue pas assez vite dans les faits. Qu'est-ce qui ne change pas justement ? Qu'est-ce qui met du temps à progresser ou pourquoi ça met du temps à progresser en fait, il y a différents domaines, donc il y a différents exemples, mais je vais vous parler des entrepreneurs et puis après je vais vous parler un petit peu globalement des femmes à des fonctions exécutives par exemple. Bon, si on prend les entrepreneurs, pourquoi les femmes entrepreneurs, on a fait des tas d'études sur le sujet, beaucoup d'acteurs ont fait des études, pourquoi les femmes entrepreneurs ont du mal à devenir les 50% qu'elles devraient représenter, parce que globalement, il n'y a pas de raison qu'elles représentent moins que leur part naturelle dans l'humanité. Pourquoi ? Parce que généralement, d'abord, elles ont, pour certaines en elles, des freins, donc ça, il faut les faire tomber, bon, c'est le premier point. Mais pas que, il n'y a pas que les freins qu'elles portent en elles, il y a aussi le fait que si on regarde
précisément un point qui aujourd'hui en plus est crucial, qui est l'investissement en fonds propres, c'est-à-dire l'apport de fonds propres, la levée de fonds, donc l'apport de fonds propres, de capital au sein d'une entreprise pour qu'elle puisse se développer. L'entreprise, pour se développer, une fois qu'elle a des idées, qu'elle a des marchés, etc., il faut qu'elle ait également un accompagnement financier. Et donc cet accompagnement financier, c'est bien sûr du financement bancaire, mais c'est également ce qu'on appelle donc les fonds propres, donc la capacité à avoir son propre capital qui augmente en fonction de l'ambition de croissance. Les femmes lèvent très peu de fonds, c'est en gros 3 à 5% des levées de fonds, donc vous voyez, c'est très très bas. Pourquoi ? Là, on voit bien que les équipes qui font les investissements, donc les investisseurs, globalement, sont généralement des hommes aujourd'hui. Et comme ils sont généralement des hommes, ils ont un regard sur les projets qui leur sont présentés qui est différent quand ce sont des femmes qui les présentent ou des hommes qui le présentent. L'aspect le plus caricatural, mais le plus vrai néanmoins, c'est on pose des questions sur les risques qu'elles vont avoir dans leur entreprise à des femmes, alors qu'on pose des questions sur les opportunités de croissance à des hommes. Vous voyez, c'est des choses très, très basiques, mais c'est une réalité. Ouais. Alors là aussi, beaucoup d'initiatives. Il y a Sista, par exemple. Ouais. Elles ont lancé des Sista, mais après les investisseurs ont signé la charte Sista. Donc, mais bon, voilà, ça c'est un point. C'est un point, par exemple. Alors il y a des combats à mener, il y a des choses à faire. Ça se fait pas en 2 jours. Et puis après, si vous prenez les femmes au sens exécutif, il y a cette fameuse question des quotas, bien évidemment. Alors les quotas, moi, comme quasiment tout le monde, je suis intellectuellement très contre les quotas. Après, je suis pragmatiquement très pour les quotas, parce que de toute façon, si on n'avait pas eu la loi Copé-Zimmermann, on n'aurait jamais atteint aussi vite, et du moins dans les délais fixés, le pourcentage à 40% et plus de femmes dans les conseils d'administration. Donc ça, clairement, c'est quand même les quotas qui ont fait bouger les lignes. Donc voilà. Et vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, il y a la grande question des quotas au sein des comités exécutifs ou des comités de direction au sens large. Alors, après, qu'on les appelle, parce qu'il y a les sensibilités, donc ça s'appelle quota, objectif, peu importe, à la limite, le tout c'est d'y arriver. Et je pense que le fait maintenant de demander fortement, de recommander fortement aux entreprises, alors aux grandes d'abord, parce que finalement les grandes entreprises, elles ouvrent la voie, parce qu'elles ont les moyens de l'ouvrir, donc elles ouvrent une voie, puis après, petit à petit, ça irrigue l'ensemble du tissu entrepreneurial. Le fait de dire, il faut que vous fixiez des objectifs ambitieux, avec un terme à 4 ans, 5 ans maximum, de pourcentage de femmes dans vos comités de direction. Chaque entreprise a son histoire, c'est-à-dire que celle qui démarre, qui n'a aucune femme aujourd'hui, elle ne peut pas atteindre 50% en l'espace de 5 ans, c'est impossible. En revanche, celle qui a déjà des femmes, c'est un petit peu différent. Vous voyez, ce genre de poussée qui se fait et qui est en train de se faire, avec la publication chaque année des résultats, je pense que ça va véritablement entraîner une augmentation significative dans les années à venir du pourcentage des femmes dans les comités de direction, ce qui est très important également, vous voyez. Vous parliez des freins que certaines femmes se mettent aujourd'hui comme avant, comme toujours. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes-là ? Oser. C'est toujours le maître mot, c'est oser. Non, mais il n'y a pas d'autre choix. Il faut oser, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Donc, osez, ayez confiance en vous. Dites-vous qu'il y aura des obstacles, oui, bien sûr. Dites-vous que rien n'est facile, oui, bien sûr. Et alors, on continue à oser. Mais en fait, vous savez, c'est en quelque sorte l'esprit d'entreprise. On en revient toujours là, finalement. L'esprit d'entreprise, c'est on avance quoi qu'il arrive. Quelle que soit la situation de crise, etc., on se relève, on y va. Enfin, c'est ça. Et je pense que les femmes, elles ont tout à fait la capacité. En plus, elles ont généralement une capacité de résilience assez forte. Donc, il faut aller au-delà, il faut oser. Voilà, simplement. Okay. Et aux hommes, qu'est-ce que vous leur diriez, en entreprise en particulier ? C'est pareil, encore une fois, il ne faut pas faire de propos trop génériques. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui, au contraire, qui sont vraiment volontaristes dans le fait qu'il y ait des femmes. Regardez, la charte Jamais sans elle est signée par des hommes. Le He for She, ce sont des hommes. Enfin bon, donc on voit bien qu'il y a ce mouvement, il y a beaucoup d'hommes qui sont très conscients du besoin que l'on a d'avoir un équilibre qui se crée. Bon, parfois, ce qui bloque finalement, c'est plus des réactions un peu instinctives de cooptation. C'est-à-dire que le fait d'avoir plus facilement pensé à un homme pour occuper telle fonction qu'à une femme, et c'est vrai dans tous les milieux, c'est vrai partout. Regardez le sujet des expertes, c'est pareil, c'est en train d'avancer quand même fortement, les expertes au sein des médias.
Bon, c'est vrai que sur les plateaux divers et variés, généralement, quand on a des gens qui viennent parler avec la force des experts, c'était plutôt des hommes. Et quand on faisait témoigner des femmes, c'était plutôt parce qu'elles étaient victimes de quelque chose. Bon, aujourd'hui, c'est en train d'évoluer. On est en train de dire, mais non, il y a des femmes expertes. Donc, on crée des plateformes pour les recenser, pour qu'on puisse avoir recours à elles à certaines occasions, etc. Donc, les hommes, il faut simplement qu'ils laissent plus libre le champ de la créativité, le champ de la diversité, le champ de la différence, et qu'ils soient conscients, mais beaucoup le sont, qu'ils soient conscients que c'est une vraie richesse. C'est pas, le mot paraît galvaudé parce qu'on parle beaucoup de richesse. Bon, il y a des termes qui finissent par perdre leur sens, mais c'est une réalité. On est plus riche au sens où on est plus capable d'affronter des situations quand il y a une mixité des points de vue, et la mixité des points de vue, elle tient bien à la mixité des personnes qui les portent. Voilà, donc forcément, dans ce jeu-là, il faut qu'il y ait un équilibre. C'est pas uniquement femme, c'est aussi un équilibre, encore une fois, d'origine, de géographie, etc. Au fond, vous donnez aux femmes et aux hommes le même conseil. Aux femmes, osez y aller, et aux hommes, osez coopter des gens différents de vous, osez ouvrir la porte, oui, etc. C'est vrai. Mais d'un côté, c'est oser vous-même y aller, au sens où prenez les choses en main, et de l'autre, c'est accueillir. C'est plus, vous voyez, c'est un petit peu... La position n'est pas exactement la même, parce que bon, il y en a qui sont malgré tout en position de force au sens numérique du terme. Oui. Et pour beaucoup, ils ne s'en aperçoivent même plus, quoi. Bien sûr, absolument. En général, quand vous avez un dirigeant d'entreprise ou un dirigeant politique ou quoi que ce soit qui vous dit « Ah, mais moi, je voudrais bien avoir des femmes, mais je les trouve pas. » C'est ça. C'est toujours... alors, évidemment, on les trouve pas, elles existent. Mais après, il faut aller chercher. Il faut être conscient que donc, on fait des profils un petit peu différents en termes de besoins, etc. Mais elles existent, c'est sûr. Ou alors elles s'évaporent à un moment parce qu'elles sont en général plus diplômées que les hommes, donc elles arrivent sur la ligne de départ et puis on sait pas ce qui se passe au bout d'un moment. Elles sont englouties. Oui. Alors ça, c'est très vrai. Mais alors, cela étant, au niveau des diplômes, il faut quand même souligner un point qui est important aujourd'hui aussi, c'est ce peu d'appétence, et voire cette perte d'appétence des jeunes filles pour les métiers, pour les diplômes scientifiques. Le sujet des STEM, donc sciences, mathématiques, etc., la tech, qui fait qu'aujourd'hui, il y a bien trop peu, puisque là on est à des hauteurs de 10-15% encore une fois, de filles qui s'orientent vers ces études et ces diplômes-là. C'est gravissime, parce que dans un monde qui va être de plus en plus à base de technologie et avec toutes les notions justement d'intelligence artificielle, etc., tout cela étant issu de la programmation, quoi qu'il en soit, faite par ceux qui sont dans l'action et dans l'activité. Si ce sont des hommes, mais forcément la traduction du monde au travers des différents algorithmes sera un monde pensé par les hommes. Donc c'est très important qu'il y ait là encore de la diversité pour penser tout ce qui prévaudra la façon dont on fait tourner toute la base de l'intelligence artificielle. On a grandement besoin que les filles soient très présentes également. Enfin, les filles, encore une fois, la diversité, mais c'est très important. Or, aujourd'hui, on en a encore moins qu'avant. C'est-à-dire qu'on a des pans entiers où il y a moins de femmes, de filles que ce qu'il y avait auparavant. Donc ça, c'est très important aussi. Je pense que je connais la réponse, mais ma question, je la pose quand même. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'évolution de la place des femmes dans la société et dans le monde des affaires en particulier ? Oui, bien sûr, oui. Je suis optimiste au sens où je suis absolument convaincu que le mouvement ira en augmentant. Mais une fois que je dis que je suis optimiste, il faut néanmoins penser à accélérer, parce que le rythme est certainement trop lent, ou pourrait être trop lent, ou pourrait éventuellement ralentir. Donc il faut absolument rester vigilant. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas penser que ce sujet est derrière nous. Il ne faut pas que les jeunes générations considèrent que le combat a été mené, il est acquis, il n'y a plus de sujet, pas du tout. Il faut au contraire, il faut continuer, mais il faut continuer par de l'action en fait. Il faut continuer par de l'action, par de la valorisation, par des exemples. D'où cette idée finalement de valoriser à chaque fois qu'il y a des femmes dans des fonctions, et aujourd'hui on en voit de plus en plus quand même, quand on regarde Christine Lagarde, Ursula von der Leyen, des femmes à tous les niveaux, donc à des endroits où on n'imaginait même pas qu'il puisse y avoir une femme il y a encore quelques années. Donc ça, je crois que c'est important. Et c'est important de montrer que oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Et je trouve que peut-être que ce qui a changé aussi en positif, c'est que les femmes qui aujourd'hui, qui sont des rôles modèles,
pour employer encore une fois le terme d'aujourd'hui. Finalement, aujourd'hui, elles ont très envie, moi ça m'a toujours animé, mais je considère et je vois au travers de ce qu'elles font et de ce qu'elles disent, elles sont animées aujourd'hui de l'envie d'aider les autres femmes. Alors qu'il y a eu une époque, le début de l'histoire, des femmes en position de direction, de management n'avaient pas trop envie, sans doute, que des femmes viennent à côté. Aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas, quoi. Alors, on entend bien votre énergie, votre engagement, et c'est vivifiant. Merci pour ça. Et ma joie, j'espère. Oui, et votre joie et votre optimisme. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous avez quitté la banque en début d'année, je crois, c'est ça, il y a quelques mois. Oui, c'est ça, en janvier, juste avant le confinement, en fait. D'accord, bien vu. De l'activité au confinement, donc... Mais que vous restez très engagé, je l'entends aussi. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour les années qui viennent et pour la suite de votre parcours personnel à vous ? Me souhaiter de continuer à être dans une grande forme, parce que je pense que c'est important, ça, d'être bien dans son énergie, donc d'être déjà... d'avoir donc une bonne santé, parce que finalement ça c'est important d'avoir une bonne santé, on le voit bien aujourd'hui, donc avoir une bonne santé et puis continuer à prendre ce plaisir qui peut d'ailleurs être parfois des grands agacements, parce que dès lors qu'on est passionné, on est à la fois enthousiaste et à la fois très agacé par des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on a envie d'entendre ou de voir, donc de continuer à prendre tout ça à cœur, c'est-à-dire je pense que le pire c'est le détachement triste, quoi, vous voyez. Et encore pire, le ressentiment. Il y a le très bon essai de Cynthia Fleury là, sur Sigy la mère, guérir du ressentiment. Je pense que c'est très vrai. Il y a toute une partie de la population qui est dans le ressentiment permanent, mais le ressentiment, ça ne fait pas avancer les choses. Il faut être au contraire dans l'action et puis dans le questionnement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux ? C'est pas pourquoi ça irait mal ou pourquoi on ferait jamais ce qu'il faut. Non, c'est comment on fait pour que ça aille mieux tous ensemble. Bon, je vous souhaite de l'envie et de l'agacement, alors. Voilà, c'est résumé. beaucoup. S'il peut y avoir plus d'envie que d'agacement, c'est pas mal. Ouais, je comprends bien. Je suis pas ennemi de mon plaisir à ce niveau-là. Je vous crois. Est-ce qu'il y a autre chose que cette conversation vous inspire et qu'on n'aurait pas abordé et que vous voudriez rajouter là ? Encore une fois, moi j'aimerais qu'on arrive à ce que le débat public soit plus posé, soit plus mesuré. Je voudrais qu'on retrouve, je sais pas comment il faut le dire d'ailleurs, mais qu'on trouve cette capacité à la fois d'un côté à faire de la pédagogie. Je trouve que la pédagogie est très insuffisante dans un tas de domaines et à la fois avoir envie d'entendre cette pédagogie pour pouvoir discuter sur des bases qui soient étayées. Je trouve que tout ce bruit qui est en permanence là, qui pollue les esprits, c'est très embêtant et j'aimerais qu'on soit dans un monde à la fois plus respectueux, plus à l'écoute, plus capable de comprendre, de partager, d'avancer, etc., quoi. Mais ça, c'est un vœu quand même qui demande beaucoup d'efforts. Sans doute, ouais. Voilà. On retient les femmes, il faut qu'elles osent. Ouais, voilà. Et je pense que la femme, l'avenir de l'homme, cette phrase, elle a été beaucoup reprononcée, mais en fait, oui, pourquoi pas. Oui, la femme, c'est l'avenir de l'homme quand même. Ouais, on est d'accord. Un grand merci. Je vous en prie. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer pour vous. Abonnez-vous au podcast Le Son de Victoire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Et retrouvez Le Son de Victoire sur le compte Instagram du même nom. Le Son de Victoire est proposé par Human Learning Expedition, ou HLX, qui a également produit Talents Précieux, le podcast de la réussitologie. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, HUMANLX, ou bien suivez-nous sur LinkedIn. Pour découvrir notre offre de modules d'auto-coaching en format audio qui permettent aux femmes de dépasser un à un les obstacles qu'elles rencontrent sur leur trajectoire en entreprise, rendez-vous sur lesondevictoire.com. Enfin, si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et bien sûr d'en parler autour de vous. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Je compte sur vous. Merci pour votre écoute et à très bientôt.